Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Les travaux sur le site verrier de Meisenthal continuent, mais la nouvelle scène ouvrira bientôt ses portes à la mi-octobre normalement et avec un nouveau label à la clé, scène conventionnée d'intérêt national. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien on pose la question à Myriam Mackenzie, chargée de la communication à la Halle Verrière. Bonjour. Bonjour. Alors on évoquera bien sûr donc ce label, la programmation de cette année, mais ça sera en deuxième partie d'émission. A tout de suite. Sandrine, salut. Salut Uranie. Alors avec toi on parle sécheresse et récolte avec les internautes. C'est ça, tout à fait. Super, et on te voit aussi en deuxième partie d'émission pour voir leurs commentaires. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir un jardin hors du commun. Marie-Morgane Lorenz est à Bitche, au jardin d'Elena. Explique-nous Marie-Morgane, qu'est-ce qu'il a de particulier? Salut Uranie, alors c'est un jardin qui n'est pas forcément très grand, il s'étend sur 350 mètres carrés, mais on y trouve énormément de plantes et notamment des plantes aromatiques. Et la particularité, c'est qu'elles sont utilisées chaque jour lors des repas proposés au restaurant Le Strasbourg à Bitche, qui est situé à quelques pas d'ici. Et il y a des visiteurs actuellement dans le jardin qui vont s'empresser d'aller y goûter. Vous allez faire la connaissance de Grégoire Rick qui s'occupe chaque jour du jardin. Son travail a d'ailleurs été récompensé par un label biodiversité. On rencontrera aussi le chef du Strasbourg qui nous expliquera pourquoi il a voulu créer ce jardin ici à Bitche. Merci Marie-Morgane et merci à Morane Grandcola pour le cadrage. On jette un rapide coup d'œil à l'actualité en 60 secondes. Ça y est, c'est signé. La crèche franco-allemande va pouvoir voir le jour. C'est un partenariat entre la Casques et la ville de Sarrebruck avec de nombreux soutiens et c'est le résultat d'un gros projet mené par l'Eurodistrict. Le chantier devrait commencer en été 2020 à Brebach. La crèche accueillera 22 enfants de Sarrebruck et 11 du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Coût estimé pour la construction, 2 millions d'euros. Bonne nouvelle pour les écoliers et leurs parents, une classe supplémentaire va ouvrir à Épin. Il s'agit d'une maternelle pour le RPID, le regroupement pédagogique intercommunal dispersé d'Ormerswiller et Pin-Urbach. La décision a été prise hier par le comité technique spécial départemental suite au comptage et constat de rentrée. Une centenaire a fait sa rentrée au Pange. Marie-Louise Bach, née en 1919 à Blisbruck, a profité de la rentrée des classes pour retourner voir le lycée qu'elle était l'une des premières filles à intégrer en 1930. Une visite émouvante organisée par son fils en guise de cadeau d'anniversaire surprise et très original pour cette dame qui vit aujourd'hui à Nice. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Côté ciel, le soleil ne nous abandonne pas aujourd'hui, mais qu'en est-il pour demain? Voici la réponse. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est une météo plutôt mitigée qui nous attend pour demain, en commençant par des éclaircies en début de journée, mais les nuages s'ajoutent rapidement au décor en apportant avec eux quelques averses. Vous l'avez sans doute remarqué, les températures commencent à se rafraîchir le matin. Ce sera encore le cas demain avec de 6 à 9 degrés seulement au minimum et de 19 à 21 degrés au maximum l'après-midi. Demain, nous serons le jeudi 5 septembre. Pensez à souhaiter une bonne fête au Raïssa. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 20h06. Et avant que le froid ne chasse tous les insectes, j'aimerais en profiter pour vous partager une très belle photo de Chantal. Elle a photographié l'amour dans la prairie avec ses deux magnifiques papillons Argus. Le bleu serait le mâle et l'autre la femelle. Un grand merci à elle pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail ou alors sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Être bilingue dès le plus jeune âge et même à la crèche, la Casques et la ville de Sarrebruck viennent de décider la construction d'une crèche franco-allemande d'ici 2020 avec une ouverture prévue en 2022. Ce projet est le premier de ce type à voir le jour sur le secteur et pour le concevoir, il a fallu faire face à plusieurs difficultés. Regardez.
Faire se côtoyer des jeunes bambins français et allemands au sein d'une même crèche, voici une idée en gestation depuis très longtemps entre la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la ville de Sarrebruck. Certes, il n'en est qu'à ses balbutiements. Sur le papier ne sont couchés que des éléments juridiques et des règles de collaboration en termes de financement. Le coût total de la construction étant estimé à 2 millions d'euros. Mais il a déjà fallu faire face à de nombreuses complications administratives pour élaborer ce document. Pour vous donner un petit exemple, il se posait la problématique de la TVA, donc qui est forcément, nous le savons, différente du côté allemand et du côté français. Et je ne parle même pas de la récupération qui est possible en France et qui ne l'est pas ici pour une collectivité par exemple. C'est un terrain à Brébar qui a été choisi pour accueillir cette crèche franco-allemande à proximité d'une école maternelle allemande et à 20 minutes en voiture de la commune la plus proche de la Casque, c'est-à-dire Großbliedersdorf. Désormais, les appels d'offres vont être lancés et les travaux de construction devraient commencer à l'été 2020 pour une ouverture en 2022. Ce sont alors 33 places de crèche qui seront disponibles, 22 pour des enfants originaires de Sarrebruck et 11 originaires de la Casque. Des places qui risquent d'être rapidement convoitées. En Allemagne, la distribution des places se fait d'après le principe du lieu de domicile, c'est-à-dire que le lieu d'habitation et le lieu de scolarisation seront déterminants. C'est un peu comme en France. On aura une liste d'attente, mais pour le moment, nous n'en sommes qu'au tout début. Il faut désormais aussi réfléchir sur le concept pédagogique qui devra mêler les approches françaises et allemandes. Reste qu'un équipement bilingue de la sorte sera une première au sein de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Elle a 100 ans et a fait sa rentrée au lycée Jean de Pange en même temps que les élèves de première lundi après-midi. Originaire de Blisbruck, Marie-Louise Vac a franchi la grille du lycée accompagnée de son fils Alexandre. Elle a été accueillie par le proviseur Christian Freyermuth et Céleste Lett, le maire de Sarreguemines. Alors découvrez sa visite remplie d'émotions dans ce reportage. Ils ont refait en simple bois. vitrage, évidemment. Oui. Il y a 89 ans, Marie-Louise Vac faisait sa rentrée au lycée Jean de Pange. À l'époque, il portait le nom de lycée mixte. Aujourd'hui, cette centenaire est revenue sur les pas de son enfance pour son anniversaire. Née en 1919 à Blisbruck, elle est arrivée au lycée Jean de Pange en 1930 à l'âge de 11 ans. L'actuelle salle des fêtes existait déjà et Marie-Louise s'en souvient très bien. Elle était assise tout devant lors de la distribution des prix de fin d'année. J'étais en haut et j'avais peur de ne pas être nommée. Et tout d'un coup, il y a l'abbé Rauch, l'abbé, comment est-ce qu'il s'appelle, un abbé catholique, qui me dit « Mademoiselle Vac, levez-vous ». Alors j'ai eu peur. Je me suis dit « Qu'est-ce que je dois encore dire ?» Et puis j'ai dit tout simplement ce que je savais. Cette visite l'a fait rajeunir de quelques années. Je reviens, j'ai 40 ans de moins. Alors que tu as 100 ans et tu avais quel âge? 14 ans, 13 ans, c'est ça? Oui. Tu avais 12-13 ans. Marie-Louise est partie dans la Nièvre en 1940 durant l'Exode. Elle a eu 2 enfants, Mario, décédé, et Alexandre. La petite famille s'est installée à Nice dans les années 50. Pour son anniversaire, Alexandre a décidé de lui organiser un retour aux sources. Un retour à sa belle ville de Sarreguemines où il a habité 39 avenue Foch pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et aussi surtout un retour à son lycée de Pange, son lycée de quelques filles parmi ce grand lycée de garçons. Samedi, Marie-Louise a fêté son 100e anniversaire à la salle des fêtes de Blisbruck, un moment convivial qui a beaucoup ému son fils. Et vraiment, ça lui a fait énormément plaisir parce que c'était une surprise. Et donc, elle a vraiment apprécié de revoir sa famille, ses cousins éloignés, des personnes encore en vie, même au bout de 100 ans. Il y a des gens qui ont encore de la mémoire, qui ont du cœur, parce que les Lorrains, même si sous certains aspects ont l'air un peu durs, ont vraiment un grand cœur. Cette rentrée pour le moins atypique est un cadeau d'anniversaire que la centenaire n'est pas près d'oublier. Vous m'avez récité ce matin des vers. La canicule est finie, mais la sécheresse se poursuit. Une calamité pour les agriculteurs qui manquent déjà de fourrage pour leurs bêtes. Exemple dans l'exploitation agricole biologique. Direction Haute-Villers à la rencontre de Ruben Weber. C'est un reportage de Philippe Blachner.
Le manque de pluie du mois de juin, suivi des épisodes caniculaires, a entraîné une importante sécheresse des sols. Par voie de conséquence, les terres qui servent habituellement de pâturage aux bêtes d'élevage sont desséchées. Ruben est agriculteur sur l'exploitation familiale en production laitière bio. Très vite, il lui a fallu se rendre à l'évidence. L'herbe de ses pâturages est bien brûlée. Plus d'herbe verte, donc plus de graminées indispensables pour nourrir les vaches. Seule solution, utiliser les stocks de secours prévus pour l'hiver. Pour la période estivale, normalement, elles trouvent assez dans les parcs et vu que c'est assez sec en ce moment et l'herbe ne pousse plus assez dans les parcs, on est obligé de les nourrir en plus, quoi. Une fois de plus cette année, car Ruben voit ses pâturages brûler pour la 2e année consécutive. Et s'il se retrouve à court de fourrage, il faudra en acheter ailleurs. De quoi alourdir le coût de production. On va devoir acheter du fourrage qu'on n'achèterait pas une année normale dû aux bottes qu'on donne pendant la période d'été et au fait qu'il y ait aussi moins de fourrage dans les parcs qu'on fauche, destinés à la fauche. Donc il y a moins d'herbes à faucher aussi. Du coup on va faucher chez d'autres agriculteurs qui en ont en trop, quoi. L'herbe sur l'exploitation est censée suffire, mais cette année non. Une vache mange en moyenne 20 à 25 kg de matière séchée par jour. Du coup, Ruben va devoir racheter du fourrage, ce qu'il ne ferait pas en période normale. Une prairie en année normale donne entre 7 et 8 tonnes de matière séchée par an et par hectare. Et cette année, il tourne plutôt autour des 5 tonnes, ce qui montre bien le manque de fourrage pour l'année. Brûlées à quelques endroits, les vaches laitières de Ruben ont tout de même la chance de pouvoir encore malgré tout pâturer, même si l'apport en matière sèche est indispensable. L'annonce de fortes chaleurs mais pas aussi intense n'inquiète pas Ruben. Une terre sèche entraîne des produits de moins bonne qualité en plus petite quantité. Les chaleurs qui vont être difficiles, c'est plus le fait qu'ils annoncent toujours pas de pluie parce que là c'est plus le manque d'eau en surface, on va dire, pour la pousse de l'herbe qui est assez contraignante pour nous en tant qu'agriculteurs. Autre solution à plus court terme, utiliser les terres en jachère, c'est-à-dire les terres non cultivées pour compenser le manque de pâturage. Mais à long terme, face au réchauffement climatique et aux périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, ne faudrait-il pas repenser notre façon de cultiver la terre pour éviter une lente et irréversible dégradation des sols ? Et la sécheresse, le jardin d'Elena l'a aussi légèrement subi. Ici, on trouve plus de 160 variétés de plantes aromatiques, fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, sans pesticides. C'est Grégoire Rick, un passionné qui entretient le jardin. Il propose des visites du lieu en période estivale. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Morane Grancola. C'est un petit coin de paradis qui se cache à Beach. Au bout du parking des tanneurs se trouve le jardin d'Elena. Créé il y a 8 ans par le chef du restaurant Le Strasbourg et Grégoire Rick, passionné de plantes et jardins. Des aménagements ont été effectués et désormais chaque année, plus de 160 variétés de plantes aromatiques et de légumes peuvent être récoltées. 9 sortes de basilic, des courges, du melon ou encore du gingembre. Tous les jours, nous avons une vingtaine de variétés de plantes que nous collectons pour faire une salade d'herbe que nous servons aux clients. Grégoire se rend quotidiennement au jardin pour l'entretenir, récolter les plantes et parfois montrer au chef les nouveautés. Toutes les plantes sont bio. Déjà, nous sortons d'une période caniculaire, donc le matin et le soir, ou le soir, il y a déjà l'arrosage. Après, il y a un peu de binage, on prépare actuellement l'automne, on prépare même déjà le printemps, il y a des semis qui sont faits pour le printemps, il y a maintenant, je vous ai montré mes semis de poivrier qu'il faut remettre en pot, qu'il faut rentrer, qu'il faut garder pour le prochaine bourse aux plantes. Des visites de ce jardin exceptionnel sont proposées depuis 5 ans par le parc régional des Vosges du Nord en période estivale. Grégoire Rick leur montre toutes les spécificités de cet espace de 350 mètres carrés. Les visiteurs peuvent ensuite déguster un repas à base des produits du jardin au restaurant Le Strasbourg. Et justement, en direction le restaurant Le Strasbourg à Beach pour passer à la dégustation. Qu'est-ce qui va être préparé avec les produits du jardin? Réponse avec Lutz Janisch, le chef du restaurant. Monsieur Janisch, bonjour. Bonjour. Alors,
On l'a vu dans le reportage, le jardin d'Elena compte de nombreuses variétés de plantes. Qu'est-ce qui sera proposé comme repas aux visiteurs aujourd'hui? Alors on va démarrer avec un tartare de canard qui est agrémenté de tagette, une plante qui ressemble de quelque sorte à de l'estragon. On l'appelle aussi estragon mexicain. Donc voilà, ça donne une petite fraîcheur. Ensuite on a une fleur de courgette qui est farcie avec des crabes du Nord, quelques spaghettis de courgettes aussi, issus des courgettes qui poussent aussi chez nous au jardin, que vous avez vu. En plat, c'est une caille farcie avec une farce merguez. Et en dessert, on a un petit ragoût, si vous voulez, de fraises qui est mariné à plusieurs sortes de basilic et de poivre de Szechuan. Eh bien, ça donne envie. Et pourquoi avoir voulu créer ce jardin à Beach? Pourquoi? Par simple logique et nécessité. C'était simplement pour aller en circuit court. Vous voyez bien les fleurs de courgettes, s'ils sont cueillis à 8h, 8h30, il faut les farcir tout de suite dans la matinée. On ne peut pas attendre encore une demi-journée, elles seront refermées. D'autrement, par rapport aux plantes aromatiques, il est évident que les goûts que vous trouvez dans ces plantes, elles sont extraordinaires. Une plante, elle se bat par rapport à la météo, par rapport au froid, par rapport à la chaleur. Donc vous allez trouver des goûts qu'aucune autre plante qui est cultivée sous serre n'aura pas du tout ces mêmes goûts. Donc c'est extrêmement explosif. Et puis c'est vrai que pour nous, pour la cuisine, ça nous permet de vraiment agrémenter. C'est pas le rôle principal, mais c'est quand même une super belle, un joli complément pour moi par rapport à la cuisine. Est-ce que vous avez des projets peut-être d'agrandissement du jardin ou des envies de certaines plantes? Déjà, il faut savoir que Grégoire il a investi énormément de temps dans ce jardin, donc c'est pas simplement de dire j'agrandis. Il faut pouvoir suivre aussi après le rythme. Le jardin, c'est tous les jours, des heures et des heures. Mais il est évident qu'on pourrait travailler, surtout ce qui m'intéresserait, c'est de travailler les plantes, je ne veux pas dire la stérilisation, mais trouver des solutions pour perdurer en fait et conserver le goût durant l'hiver. Et là, il y a un petit travail encore à faire à mon avis. Le 19 octobre, la nouvelle salle de la Halle Verrière sera inaugurée. On vous en parle juste après la pub. À tout de suite. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Le mois de la mode, c'est chez Pest. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery.
l'a vu dans le reportage tout à l'heure, les agriculteurs sont nombreux à souffrir de la sécheresse. Sandrine, est-ce que nos internautes ont également été touchés? Alors, on leur a demandé sur notre page Facebook si leur jardin avait subi justement les conséquences de la sécheresse et ils sont 77% à nous avoir répondu que oui. Dans les commentaires, certains de nos internautes en ont profité pour donner quelques conseils. François nous écrit: avec la permaculture, pas besoin d'eau. Et René nous dit: pour le gazon, je ne ramasse pas l'herbe coupée. D'accord, elle jaunit et le gazon a l'air un petit peu jaune par endroits, mais ce n'est que l'herbe coupée qui jaunit, pas celle qui reste en terre. L'herbe coupée retient l'humidité et l'herbe en terre en profite. Idem lorsque j'avais un jardin, un peu d'herbe coupée autour des pieds des légumes, et là également les légumes profitaient de l'humidité emprisonnée. Donc voilà quelques conseils pour nos internautes et pour nos téléspectateurs. Ils vont pouvoir les appliquer en attendant le retour de la pluie, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive. Je ne sais pas si c'est inquiétant qu'elle n'arrive pas tout de suite. On en profite encore un petit peu. Merci beaucoup Sandrine en tout cas. Avec plaisir. Direction Meisenthal et la Halle Verrière avec vous Myriam Vakenzi. On ne monte pas encore sur la nouvelle scène, mais on peut quand même en parler. Alors on va parler bien sûr de la programmation qu'il va y avoir cette année, mais on peut aussi évoquer la nouvelle appellation, le label, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle donc scène conventionnée d'intérêt national. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors c'est un label qui nous a été donné par le ministère de la Culture qui va nous permettre d'avoir encore plus de légitimité et de reconnaissance de la sphère professionnelle culturelle d'une part, des artistes, des musiciens, circassiens et danseurs, etc. Qui peuvent venir à Meisenthal, et puis une reconnaissance et une légitimité aussi pour tous nos financeurs, nos partenaires et nos mécènes pour lesquels qui s'investissent dans la halle. Est-ce que ça va permettre d'avoir des artistes de renom un peu plus importants sur votre scène ? Alors on va essayer de travailler en fait en réseau avec d'autres scènes conventionnées comme les SMAC par exemple, les scènes de musique actuelle le font aujourd'hui. Voilà, là on va travailler, nous on va garder la ligne directrice qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui en faisant venir des circassiens, des artistes d'art de la rue et puis évidemment de la musique. Alors on peut citer le Carreau à Forbach qui a à peu près la même appellation, mais comment vous allez vous démarquer ? Ça fait pas un peu redondant d'avoir ce label-là pour vous ? Alors Forbach a l'appellation de scène nationale et donc il y a une nuance avec la scène conventionnée d'intérêt national où nous on a une petite spécialisation on va dire qui est l'art et la création. Donc notre objectif et ce que nous demande le ministère aujourd'hui c'est de développer au sein du territoire l'art et la création, c'est-à-dire qu'on va aider les artistes à travailler en mettant en place des résidences, en faisant venir des publics scolaires ou autres à Meisenthal, ou alors faire aller les artistes carrément dans les établissements scolaires, entre autres. Après, vous êtes une salle, une scène qui est dans une partie assez rurale. Est-ce que c'était évident pour vous, parce que ça reste un peu intriguant cette appellation pour cette scène, est-ce que c'était une continuité ? C'est surtout une continuité par rapport aux travaux qui sont faits aujourd'hui sur l'ensemble du site Verrier. Et donc effectivement, c'est une très belle reconnaissance et l'aboutissement, ou en tout cas un jalon important du travail réalisé depuis près de 30-40 ans à Meisenthal. Alors on l'a dit, l'inauguration c'est le 19 octobre. On a pu voir un petit peu les images des travaux qui sont encore d'actualité. Il reste encore beaucoup de choses à faire ? Oui, alors là on en est sur les finalisations. En tout cas là on pose les résines au sol, donc on ne peut pas accéder à la salle pour le moment. Voilà, les peintures, la pose ce genre de petits détails. C'est les finitions, on va dire ça comme ça. Mais on a tenté de faire des images à l'intérieur, mais outre l'aspect technique où on ne pouvait pas vraiment encore y accéder, il y a aussi le fait que vous gardez un petit peu secret le résultat final. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des petites pistes, qu'on essaye un petit peu de se projeter sur cette salle ? Alors jusqu'au 19 octobre, effectivement, on essaie de garder un peu le secret. En tout cas, le jour de l'inauguration et pendant la saison jusqu'au mois de décembre, le public pourra accéder déjà à un bar totalement fait, tout neuf, et qui pourra accueillir 100 personnes pour des concerts
concert en tout petit comité, voilà, sur une toute petite jauge. Ensuite, on va avoir effectivement la salle qui peut accueillir 340 personnes assises ou 740 debout, avec une belle scène. Voilà, ça va être très noir. Les architectes l'appellent la black box parce qu'ils sont new-yorkais. Et donc il y a aussi tout un espace administratif où donc on va avoir les bureaux de l'association, et puis un espace mezzanine qui va accueillir une rétrospective photo de toutes les années passées à travailler à Meisenthal. D'accord. Et donc cette exposition, elle sera là encore quelques temps après? Oui, jusqu'au moins fin décembre. Voilà. Super. Alors qui baptisera la scène finalement, puisque va bien falloir commencer par quelqu'un? C'est ça. Alors c'est la Requetanou. Voilà, c'est un groupe français qui voilà. Vous pouvez découvrir quelques images. Voilà, c'est assez festif, c'est engagé, festif. Ça fait 20 ans qu'ils tournent partout. Et là, ils seront à Meisenthal, donc ça va être un chouette moment. C'est assez dansant, voilà. Donc ça va être. Mais justement, on peut écouter un petit extrait. Sud-américaine bosse la bossa nova, une pelote de laine entre les pattes d'un chat. Elle te donne 1000 peines pour la moindre fausse joie. La guitare sud-américaine, c'est encore plus dur qu'on croit. La guitare sud-américaine, oh là là, que tu y passes des semaines. C'est vraiment très dansant. En tout cas, on a envie d'en voir plus. Mais on imagine que ce n'est pas le seul groupe qui est programmé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors pour la soirée d'inauguration, il y aura en première partie Alex Toucourt et Julien Madi. Donc voilà, ils vont avoir la chance d'inaugurer pour la toute première fois la salle de Meisenthal. Ensuite, on va avoir les Selkilt et les Garçons Trottoirs. Donc là, c'est un groupe plus local qui seront là le 26 octobre. Ensuite, fin octobre, début novembre même, on va avoir le 8 novembre le groupe Sidi Larson, où là c'est un peu plus métal, électro. Et le 16 novembre, on va avoir Murray Head, où là ça va être un grand événement. Il est déjà venu à Meisenthal, là il revient, il est entre autres connu pour son tube Say It and So, pardon. Tout à fait. Qu'on peut écouter. Voilà. Vous pouvez parler en même temps, il n'y a pas de souci. Le 30 novembre, on va avoir aussi un très beau plateau avec No One Is Innocent et Tagada Jones. Donc là, pareil, c'est du rock, punk rock. Voilà, c'est assez engagé, ça envoie bien. Et le 14 décembre, l'avantage de cette salle, c'est qu'on va pouvoir accueillir des spectacles de ce type. Donc là, ça va être la compagnie Kiai avec le spectacle Ring qui vont venir à Meisenthal, où là ce sera un spectacle assis, donc dans la nouvelle salle également. Et voilà, ils vont nous proposer un spectacle entre la danse et le cirque contemporain. Comme on peut voir sur les images, il y a des choses assez impressionnantes en plus par rapport à cette compagnie-là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir donné tous ces grands moments, vos coups de cœur aussi. Les dates sont données, on peut bien sûr retrouver tout sur le site internet de l'Alverrière. On a hâte aussi de voir le résultat final de la salle. Merci beaucoup Myriam Mackenzie d'avoir participé à notre émission. Sandrine, on te retrouve aussi très rapidement et on se quitte avec Sucré Salé où la gourmandise a toute sa place. Aujourd'hui, Sandrine et son invité vous livrent la recette d'un délicieux cake au citron, facile à reproduire chez vous. Belle fin de programme et bon appétit. Bonjour à
tous, aujourd'hui dans votre émission Sucré Salé, on va faire les gourmands et on va vous proposer un gâteau facile à reproduire chez vous à la maison avec mon invité du jour qui est Toufik Ouba de la boulangerie-pâtisserie Maison Ouba à Sarreguemines. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Après avoir vécu à Paris, Toufik Ouba, pâtissier, a choisi de s'installer rue de la Montagne à Sarreguemines pour ouvrir sa boulangerie-pâtisserie Maison Ouba Paris. Il y travaille avec son frère Saïd qui est boulanger et ensemble, ils s'attachent à préparer des produits artisanaux de qualité. Les pains sont élaborés à partir de farines rigoureusement sélectionnées et les viennoiseries sont pur beurre. La boulangerie a d'ailleurs remporté le prix du meilleur croissant pur beurre 2019 décerné par la Corporation des patrons boulangers de Sarreguemines, Beach Saralbe. Découvrons ensemble la recette que Toufik nous a proposée. Bonjour Toufik. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir dans ma cuisine. Bah écoute, ça me fait plaisir. On va pouvoir profiter de tes précieux conseils. Alors, d'accord, avec plaisir. Explique-nous un petit peu ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire, j'ai proposé quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire on va faire un cake citron. Ouais. Que voilà, j'ai choisi ce gâteau pour que les gens puissent le refaire chez eux. Donc c'est pas quelque chose d'assez compliqué quoi. Donc c'est vraiment simple et après en général les cakes ça plaît bien. Ça plaît bien, donc, que ce soit aux enfants et aux adultes, que ce soit pour le petit déjeuner ou en dessert, donc ça plaît bien. Ok, super, on va découvrir ça dans un instant, mais on va faire un petit tour du côté des ingrédients pour voir avec quoi on va travailler. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin pour le cake de 165 g de marmelade de citron, 135 g de beurre, 13 g de levure chimique, 165 g de crème liquide, un zeste de citron, 415 g de sucre, 6 œufs plus un jaune, 375 g de farine. Pour le sirop, il vous faudra 100 g d'eau, 50 g de sucre, du jus de citron et un citron. Maintenant qu'on connaît tous les ingrédients, explique-nous par quelle étape on va commencer. Alors tout d'abord on va commencer par les œufs et les jaunes d'œufs. D'accord. Ensuite on incorpore le sucre. Ok. Donc après on le laisse bien monter. Moi, donc c'est ma petite astuce à moi, je laisse bien monter. Et juste après donc on va dire 5-6 minutes et à partir de ce moment-là on peut rajouter la farine petit à petit. Là c'est bon pour incorporer la farine là. Ok. Donc là, ensuite on peut avec la levure toujours laisser tourner aussi hein. Après on peut avec la crème liquide pareil. Voilà. Donc là après le prochain ingrédient ça va être la marmelade. Donc pour moi je la fais toujours un petit peu chauffer, c'est plus facile à incorporer. Qu'elle soit un peu plus molle quoi. Exactement, que ça se mélange mieux. Et du coup c'est quoi la différence entre une marmelade et une confiture? Est-ce que c'est la même chose ou pas? La marmelade donc c'est là on cuit vraiment le fruit entier, donc le citron c'est vraiment le citron avec la peau et avec du sucre et c'est un peu moins sucré. Ok. Donc, on va pouvoir l'incorporer. Exactement. Et voilà. Là après on peut incorporer les zestes de citron pour apporter un peu plus de goût. Donc le dernier ingrédient à ajouter c'est le beurre, on va le faire fondre un petit peu avant. Exactement. Donc une fois qu'on a ajouté le beurre et qu'on a remélangé encore un petit peu, il ne nous reste plus qu'à le mettre dans les moules. Exactement. Donc tu nous disais aussi, dans les coulisses que c'était mieux de le laisser un petit peu au frais. Exactement, on laisse reposer un petit peu. Exactement, on laisse reposer un petit peu. Donc après pour les moules, c'est qu'on peut prendre des moules plus grands. Oui, donc là on a voulu faire l'équivalent de 3 petites barquettes, c'est ça, mais ça peut faire un grand moule. Oui, exactement. Okay. Donc, on a 3 petites barquettes de 500 grammes. Donc là en gros on a 1,5 kg de masse. D'accord. Et sur une petite barquette comme ça, 500 grammes, c'est largement suffisant. Ok, on va pouvoir le mettre dans les moules. D'accord.
Là, on ne remplit pas jusqu'au bout. Toujours 2 tiers à peu près, c'est ça? Exactement, 2 tiers. Et après, on égalise après à la fin. Donc là, juste avant d'enfourner, on fait chauffer un petit peu de beurre. D'accord. Pour mettre au-dessus, c'est pour bien avoir le petit trait au milieu du cake. Donc avec à l'aide d'une spatule comme ça. Donc, juste comme ça. Cool. Hop, hop. Ok, super. Et du coup, on va pouvoir enfourner. Exactement. Alors, c'est parti. Et là, comme on le disait tout à l'heure, il va cuire pendant environ 50 minutes. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, donc pendant qu'il va cuire, je vais vous proposer de regarder un petit reportage. Alors en fait, si vous voulez acheter ou savoir où vous procurer de la marmelade, et si vous n'avez pas envie d'en faire, eh bien je vous propose de regarder attentivement. Pour déguster et découvrir des confitures artisanales préparées à l'ancienne dans des marmites en cuivre, rendez-vous à Saint-Jean-Courtesrode, aux confitures de la Hoube, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le samedi de 10h à 15h. Sabine Emmanuel vous propose une large gamme de confitures et autres pâtes à tartiner préparées maison avec au possible des ingrédients locaux. Ils vous accueillent pour des visites avec cuisson commentée dans l'atelier et dégustation dans leur boutique. Ils seront également présents sur les marchés des producteurs de la même, à Sturzelbronn le 15 septembre, à Bitche le 6 octobre et à Sarreguemines le 20 octobre prochain. Donc là, notre gâteau est encore en train de cuire. Oui. Et tu me disais qu'il fallait qu'on vérifie en milieu de cuisson. 30-40 minutes, il faut vérifier. Donc le petit astuce, c'est de prendre un couteau, de planter dans le cake au milieu. Donc s'il n'y a rien qui accroche, ça veut dire que là, il reste 5 petites minutes pour le sortir. Et à ce moment-là, il faudra préparer le sirop. Ok, donc, on peut passer directement à l'étape du sirop. Voilà, pour l'eau. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre par-dessus le gâteau qui va imbiber le gâteau, c'est ça? À la sortie. D'accord, à la sortie direct. Donc il ne faut pas attendre qu'il soit froid. Quand il est encore chaud. Oui, exactement. On va prendre un petit citron, peu importe la forme, quoi. Donc c'est juste pour que ça infuse. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment pour donner plus de goût, quoi. Donc déjà on a le citron, la marmelade et le jus de citron. Ok. Donc s'il n'a pas le goût du citron à la fin, il faut se poser des questions. Exactement. Donc 5 minutes avant la cuisson du cake, avant la sortie du four, on commence à lancer le sirop. Une fois que le cake est sorti, il faut bien l'imbiber. Après, quand le sirop sera chaud, on enlève les petites lamelles de citron. D'accord. Et on mettra sur un petit récipient et après on verse carrément par-dessus. Ok, super. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre que le gâteau finisse de cuire en fait, c'est ça? Exactement. Et bien pour te faire patienter, je te propose d'aller jeter un petit coup d'œil dans le frigo. Il y a 2-3 questions qui t'y attendent, va voir. Ok, super. Alors, de Paris à Sarreguemines, l'enchaînement n'est pas trop dur. Du tout. Non, pas trop dur. Au contraire, on respire mieux ici. Est-ce qu'il y a des produits d'ici que tu ne connaissais pas? Connaître, je dirais non, mais j'avais pas vu, je connaissais pas. Donc ouais, surtout au niveau de la viennoiserie. Donc des viennoiseries à base de cannelle, j'avais jamais vu. Et des croissants avec du glaçage par-dessus, je connaissais pas non plus. Quelle est ta plus belle réussite ou ton plus gros échec culinaire? Alors, il y en a tellement. Donc, bon, on se souvient plus des gros échecs que des réussites. Donc, surtout quand on fait des grosses quantités. Des fois, ça peut arriver partout. Ouais, donc, ouais. Ça arrive, donc c'est pas. Mais de toute façon, il n'y a pas de réussite sans échec, j'ai envie de dire. Notre gâteau est sorti du four, on va pouvoir ajouter le sirop. Donc n'hésitez pas à verser du sirop partout, hein. Donc bien imbibé. Pas dire qu'il n'y en a pas assez le sirop.
C'est parfait. Ok. Et du coup, il va plus nous rester qu'à le décorer. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme déco? Alors, on va partir sur une déco simple. Donc déjà, dans un premier temps, je vais mettre un petit coup de nappage. D'accord. Donc un petit coup de nappage, donc c'est juste une confiture d'abricot pour donner de la brillance. Ok. Ensuite, un peu de sucre glace, quelques lamelles de citron confit. D'accord. Une petite feuille or et voilà. Et du coup, voilà le résultat final après décoration. Voilà. En tout cas, c'est super joli. Ça me donne juste envie de le goûter. Ah bah. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que ça se mange chaud? Peut-être, oui. Ça peut se manger chaud? Ça peut se manger chaud, oui. Mais je crois qu'on va l'attaquer tout de suite alors. Pas de souci alors. Bon, en tout cas, je te dis un grand merci d'être venu sur notre plateau, nous ça me fait très plaisir aussi. Partagé cette recette avec nous. Si jamais vous voulez la refaire chez vous à la maison, vous pouvez aller sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et je vous invite à découvrir d'autres gâteaux et d'autres pâtisseries directement à la Maison Ouba qui se situe rue de la Montagne à Sarreguemines. Exactement. Voilà, vous serez très bien accueillis par Toufik. Et puis je vous souhaite encore à tous de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.